C'était en 1999, bien loin de son ancien dépôt du Mans. Exilée en Suisse depuis 3 décennies, puis à demi oubliée en plein vent, la 241 P30 pouvait enfin se croire tirée d'affaire. Ce soir-là, en effet, la Mountain devait rejoindre Berne pour y être restaurée. Tous savaient bien sûr que ce serait long, très long. L'oubli, la rouille, le temps étaient passés par là. Mais elle avait encore grande allure, et nul ne doutait alors qu'elle rejoindrait bientôt son aînée, la 241 A65, qui avait repris vie 2 ans plus tôt. C'est en gare de Cossonay qu'eut lieu la rencontre. L'aïeul, arrivé de Lausanne en tête de son train spécial, allait conduire la cadette jusqu'à l'atelier de l'association transcontinentale. Si la 241 P30 suivit bien le chemin tracé par la 241 A65, ce ne fut hélas qu'au sens propre. L'association devait bientôt renoncer. Par la suite, heureusement, la courageuse équipe du Val de Travers a relevé le défi. Un jour, c'est sûr, la 241 P30 roulera. Le Creusot. En ce début de XXIe siècle, la ville natale des 241 P et de près de 6000 autres locomotives semble avoir oublié qu'elle est née de l'industrie. On se croirait presque dans n'importe quel chef-lieu de canton de la France profonde, s'il ne restait pas quelques usines non loin de la gare. Contraste. Voici un siècle, les ateliers, les forges occupaient entièrement le site, noyés dans les fumées. Dantesque, mais fascinant. Ce qui a été créé ici a roulé sur les rails du monde entier. Aujourd'hui encore, toute la famille creusotine honore celui qui fut le véritable père de la ville, Eugène Schneider, le fondateur des usines qui devaient si longtemps porter son nom. Autre hommage, c'est un gigantesque marteau-pilon, réalisé voici 130 ans, qui marque l'entrée de la ville. Mais de tous ces témoins d'une époque enfuie, c'est le plus vivant qui retiendra notre attention. L'ancien taco des Crouillottes, qui évacuait jadis les scories des usines Schneider et qui revit aujourd'hui sous la forme de cette voie de 60.
Un tracé qui met la petite 040 DFB à rude épreuve avec sa rampe de 30 pour 1000 et qui se donne même de petits airs de Darjeeling. Vous allez comprendre. Étonnant, non, sur les premiers contreforts du Morvan. Un taco au charme irrésistible. Mais les Creusotins voyaient plus grand. Et ce 18 septembre 1999, ce fut avec l'aide des collègues de la 141R 840 que leur travail allait apparaître au grand jour. Surprise, la 241 P17 commençait à prendre tournure. Quand on en est à la peinture anti-rouille, quand il ne semble plus manquer que quelques tôles, on est tenté de dire « il n'y a plus qu'à ». Mais l'équipe de la 840 en sait quelque chose. La restauration d'une locomotive, c'est une redoutable école de patience. Près de 7 années devaient encore s'écouler jusqu'à ce que s'ouvrent à nouveau les portes de la halle. Derrière un capharnaüm très ferroviaire, elle est là, superbe. C'est le yo-yo de service en toute simplicité qui la sort de la pénombre et de la torpeur. « 241 P17. Après des années d'attente pour nous, mais des années de travail acharné pour ceux qui lui ont redonné vie, la voici enfin, repeinte de frais, aussi belle qu'au premier jour. Ce premier jour-là, c'était en 1950. La 241 P17 sortait du hall de montage des usines du Creusot, à quelques mètres seulement de cette voie de service sur laquelle l'histoire allait se répéter un certain vendredi 21 avril 2006. Oh, en un peu plus d'un demi-siècle, bien des choses ont changé au Creusot. En 1950, la gare était une véritable ruche, où se bousculaient les trains entiers de charbon à l'arrivée et toutes sortes de productions métallurgiques au départ. Une époque qui paraît aujourd'hui bien lointaine, mais la Mountain réussira à donner l'illusion. Sous l'abri, tout sent le neuf. Et l'on jurerait que le Tender, encore immaculé, sort lui aussi d'usine.
Mais déjà, Daniel et Dimitri préparent l'allumage, la vraie renaissance d'une locomotive. Et au sol, les collègues passeront de longues minutes à approvisionner d'impressionnantes quantités de bois, en respectant la règle du crescendo des combustibles. C'est le seul que j'ai conduit. Même chose sous l'abri, où l'on passera successivement du vieux papier au carton et du carton aux bûches. Quant au charbon, on l'a compris, son tour viendra plus tard. En fin d'après-midi, tout est prêt. Et pour l'amitié, Serge et Yann confieront cet allumage chargé de symboles à Camille Dufour, maire honoraire de la ville. Allez, on va laisser prendre un peu. Allez, bougez pas. Voilà. Allez, les photos, dépêchez-vous. Allez, jette la creux. Pour ça, je garde mon souvenir. Bon, bah, Non, oui. je blague. Comme toujours, la cheminée ne libère dans un premier temps qu'une discrète fumerole. Mais dès cet instant, c'est une Mountain vivante que nous redécouvrons dans un silence quasi religieux. Une Mountain à laquelle nous ne réussirons à nous arracher que tard dans la soirée, après l'avoir vue briller de toutes ses tôles sous les derniers rayons du soleil. Lundi 24 avril. Aux premières heures du jour, la 241 P17, désormais au timbre, peut enfin vraiment porter son titre de locomotive à vapeur la plus puissante d'Europe. Et ce jour est appelé à rester gravé dans les mémoires. L'équipe achève de la préparer et de se préparer à la toute première marche d'essai. À 10h03, très précise, départ. La charge est encore modeste, mais à Montchanin, la compo s'enrichira d'une demi-douzaine de ballastières. C'est donc un vrai train qui descendra la vallée de la Deûle. Après une longue marche à vitesse limitée, Tandère avant oblige,
la 2P s'apprête à retrouver les caténaires de l'artère impériale. Des caténaires qui, après quelques brèves années de gloire, devaient provoquer son exil vers l'ouest. Ça se bouscule dans les vignes de Centenay. Mais il ne s'agit pas de surveiller les tout premiers bourgeons du chardonnay et du pinot blanc. Ils sont ici pour la voir, la déguster, pour la première fois, en plein effort et dans le bon sens. Montchanin. Ici va s'effectuer la manœuvre inverse du trajet aller. Et c'est avec un poids-plume que la machine va regagner sa base. Au Creusot, le convoi est très attendu. Tout le monde sait déjà que l'équipe s'est payée une pointe à 82 km/h. Et c'est réussi sur toute la ligne. Du coup, les visages s'illuminent. Alors celle-là, elle est bonne. Après une journée comme ça, 100%. Nous nous devions de demander aux deux principaux artisans de ce succès ce qu'ils ressentaient à chaud. Je crois qu'on est plus qu'ému, puisque moi ça m'est arrivé de pleurer plusieurs fois dans la journée, et puis avec d'autres copains aussi. C'est un grand moment de bonheur, moi je ne sais pas quoi dire ce soir. Et je voudrais rendre un hommage plus particulier à Yann, qui a été à l'origine du projet. Voilà. Confidence pour confidence, il y a eu d'autres petites larmes, dans le huton de la caméra et peut-être aussi derrière des lunettes de mécano. Un immense bravo à tous pour ce coup d'essai qui restera comme un coup de maître. Et au soir de ce 24 avril, instantanément gravé dans l'histoire de la passion des belles machines, nous brûlions déjà d'impatience de vous retrouver. Samedi 26 août, 4 mois ont passé. Nous la retrouvons avec, pour nous, la même émotion qu'au printemps. Et pour elle, les filets rouges qui apportent la touche finale. Une deuxième mise en pression se prépare. Cette fois encore au bois, en attendant les premières pelles de charbon.
Comme toujours, il faut intervenir ici et là. Mais la restauration a été si bien menée que, très vite, l'équipe se concentrera sur des travaux de coquetterie. On ne perçoit pas la moindre appréhension, et pourtant, demain, la 241 P17 doit se rendre à Nevers, à 127 km d'ici et en charge. Dimanche 27. Dès les petites heures, ils sont partout. Enfin, la voilà, dans sa plénitude. « 127 km seulement, 200 tonnes remorquées, tout juste, et tout de même, des étapes parcourues à 100 km/h. Au bout du voyage, tous se sont retrouvés dans un sanctuaire. Le dépôt de Nevers, où, voici 37 ans, sont venus mourir les dernières 241 P du Sud-Est. Recueillement et contemplation. Au terme d'une progression très prudente, la Mountain s'immobilise au point précis, dans un mouchoir. N'oublions pas que les 24 mètres de la plaque n'excèdent l'empattement total que d'une poignée de centimètres. Et la rotation débute. Après le moment de parade, la machine s'avance à nouveau, tout aussi prudemment. Car, sous la rotonde aussi, la précision est de rigueur. Impeccable, Richard. La hotte du Tender est juste en face du tombereau de charbon. Allons, vieux! Et là,
il ne s'agit plus de poser, mais bien de bosser. Baisse un petit peu. Doucement. Allez, ouvre. Allez, ouvre. Les uns regarnissent leur tandem, les autres éclaircissent leur feu. Bien sûr, il faut faire le tour du mouvement. Mais il y a aussi des travaux plus ingrats, comme la vidange du cendrier. Et c'est déjà l'heure de ressortir. Car avant le départ, fixé à 15h20, il faut encore manœuvrer pour reprendre le tombereau de charbon, puis refouler vers la gare, puis encore procéder à l'attelage et à l'essai de frein. Sortie de plaque, tous les regards suivent l'évolution de la machine, aussi lente que majestueuse, en oubliant peut-être que la vapeur, c'est aussi ça. Du trajet retour, nous privilégierons les démarrages. Et ce n'est qu'avec le premier rayon de soleil de la journée
dans les derniers kilomètres du voyage, que nous prendrons de la distance. Troisième rendez-vous au Creusot. Et troisième préparatif vespérant. La 241 P17 respire de toutes parts, et lui de toutes ses tôles et de tout son acier sous la lumière chaude de l'été finissant. Et le scénario se répète. Bientôt, il se confirmera que nous sommes à la veille d'un jour solennel. Ainsi pavoisée, va-t-elle conduire René Coty ou Vincent Auriol? Il faudrait le redresser comme ça. On va le redresser, ouais. Ah ouais, comme ça. Encore. C'est bon, là c'est pas mal. Dès les petites heures du lendemain, comme on disait en ce temps-là, messieurs les reporters des actualités télévisées sont présents pour immortaliser l'événement. Et l'événement du jour, c'est l'inauguration de la locomotive, comme il se doit, en présence des autorités civiles et militaires. Premier acte, le baptême, par la directrice de région SNCF, avec le concours musclé du président des CFC. La journée, comme la locomotive, sera bien arrosée, mais pas au point de rafraîchir l'atmosphère. Toutes les notabilités de la région sont du voyage. Parmi l'assistance, on reconnaît notamment... Allez, on vous fera grâce de l'énumération. Élus, dirigeants SNCF, journalistes ferroviaires, vous les reconnaîtrez facilement. Après avoir emprunté les mêmes voies que lors de son essai du 24 avril, la Mountain s'est résolument engagée sur l'artère impériale, où elle avait fait ses débuts 56 ans plus tôt. Déjà, le train file à travers le plus prestigieux des vignobles, que, bien sûr, les voyageurs se devaient d'honorer. Voilà, un petit montagnier premier. Au bout de la piste de vitesse, voici l'aboutissement. Reçu au premier quai, le convoi inaugural est très attendu. Dijon. Dans cette ville de grande tradition ferroviaire, c'est la foule des grands jours qui s'est déplacée pour fêter une locomotive.
Retour dans l'intimité cheminote. Au dépôt de Périgny, où la 241 P17 est accueillie par deux autres miraculés. Cette rare réunion des trois modes de traction résume ce milieu de siècle qui vit le chemin de fer renaître de ses cendres. On peut aussi rappeler que ce fut ici, au centre de cette étoile de voie qui aura vu en plus de 150 ans le meilleur de la technique ferroviaire, que la SNCF prit en charge les premières 241P sorties des usines du Creusot. Et on peut encore tout simplement regarder. Silence, on tourne. Centenay. Même sous un ciel chargé, les vignes se présentent sous un aspect bien plus flatteur que le 24 avril. En près d'un semestre, le chardonnay et le pinot blanc sont arrivés à maturité. Et si ceux-ci sont venus de très loin, ce n'est pas pour faire les vendanges. Retour vers le Creusot, pour conclure une inauguration pluvieuse, inauguration heureuse, rien que de très normal, dans cette Bourgogne généreusement arrosée,
mais où l'on aime le bien vivre. Après la pluie vient le beau temps. C'est sous les premiers rayons d'un soleil prometteur que l'équipe regarnit le tender avec le criblé de Colombie. Aujourd'hui, la 2P reprend le chemin de Nevers, avec sa rame qui rappelle un Mistral des années 56 à 62. Des collines morvandelles aux plaines nigériennes et retour vers le Creusot, soit plus de 250 km, plus que les Dijon-Lyon de ses premiers roulements, voici 54 ans. À la conduite, Richard. À la chauffe, Robert, en formation sous l'autorité de Yann. La chauffe au stocker n'exclut pas l'emploi de la pelle. Il faut aussi du muscle pour tirer sur le régulateur dans la rampe de 8, comme à Bléziba. Au fil des kilomètres, les gestes se répètent, aux manches en bois comme aux manches en fer.
PK-105. Richard saisit sa poignée de frein à l'approche d'Étang-sur-Arroux. Avant même l'arrêt, Yann prend le trot pour éclaircir son feu. Et il faut encore nourrir la bête, car la pause sera plus brève que prévu. Départ. Marche lente jusqu'au pont sur la roue. Ouais, d'accord. Ouverture des purgeurs. Fermeture. Encore un coup d'œil sur le feu, qui, cette fois, sera alimenté au stocker. Et c'est reparti. « 5 km avant l'arrivée et en rampe de 10. On ne faiblit pas. Retour au grand jour. Ce dimanche 17 septembre, la 241P reprend la direction de Chagny. Quant à nous, nous prendrons de la hauteur. Peu après Montchanin, la Mountain a franchi la ligne de partage des eaux, à peu près imperceptible ici, et elle n'a plus qu'à se laisser glisser en direction du Val de Saône. Une pente quasi continue. Une charge remorquée qui atteint tout juste le quart du tonnage d'un Paris Vintimille des années 50. Une vitesse limite qui excède à peine la moitié des possibilités de la machine. Ce n'est pas le jour des chevaliers du chronomètre. Ce sera tout simplement un moment fort pour ceux qui aiment les locomotives avec les yeux.
Pontchanin, Saint-Bérin, Saint-Léger. La descente s'est déroulée tout en douceur, à travers bois et pâturages.
Enfin, à Centenay, on retrouve la vigne. La côte chalonnaise, comme disent les gens du pays, et donc Chagny, sont désormais tout proches. Un jour, elle s'enhardira pour aller beaucoup plus loin. Dans l'équipe, on parle d'Aix-les-Bains, de Mulhouse, de Marseille. Mais aujourd'hui, ce sera terminus Chagny. L'étape ne durera que le temps d'un flashback sur la vallée et son canal. Ainsi, Saint-Léger semble s'être construit autour de son port, alors qu'une courbe évite délicatement Saint-Bérin. À Centenay, l'architecture confirme la nature. Au débouché sur la plaine, les tuiles vernies évoquent déjà les hospices de Beaune, tout proches. Début du trajet retour, dans un océan de vie. Dans le sens de la rampe, encore très modérée à cet endroit, la 241P emmène allègrement sa rame. Tout au long du parcours, dès qu'un chemin approche de la voie, il y a toujours au moins un spectateur. Les gens d'ici se sont déplacés en nombre. Quant aux vaporistes passionnés, ils représentaient ce jour-là 4 des 5 continents.
Oui, au Creusot et en Bourgogne, la culture du rail et de la locomotive reste l'affaire de tous. Et à toute heure, jusqu'à ce dernier démarrage de Montchanin qu'ils ne sont pas près d'oublier. Une image parmi tant d'autres, appelée à rester gravée dans les mémoires grâce à quelques hommes qui ont voulu que la flamme de la passion continue de luire.